Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le dimanche 19 juin 2022, c'est notre bulletin numéro 88 et nous sommes toujours à Moscou. Avant de démarrer cette vidéo, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider sur Tipeee, Paypal, Patreon. J'ai mis le lien de la dernière conférence privée sur Tipeee et Patreon. Si vous êtes donateur Paypal, n'hésitez pas à m'envoyer un message pour me le demander. Petite mise à jour pour la cagnotte pour la voiture de Christelle. La bonne nouvelle, c'est qu'a priori, les dons commencent à être remboursés. Les dons qui étaient sur la cagnotte que nous avons mis en place. Donc, comme je vous le disais, n'hésitez pas à prendre contact directement avec Christelle pour lui demander où vous pouvez lui envoyer l'argent. Et la somme se réunit petit à petit. On devrait y arriver. Voilà, on va vers une Lada Niva, 5 places. Donc, il y en a pour à peu près 1,5 million de roubles, ce qui fait 8 000 €. Et on n'est pas très loin. Merci en tout cas pour votre générosité, non seulement pour Christelle, mais pour l'association Ouest-Est et également pour le canal Stratpol qui vit grâce à vos dons. Et comme d'habitude, n'hésitez pas aussi pour nous aider à vous procurer Ukraine, pourquoi la France s'est trompée, et le livre noir de la gauche française. J'ai reçu énormément de plaintes de la part de nos auditeurs du fait qu'il n'y ait pas eu de Gamelin et par conséquent je me suis astreint à regarder un peu plus les médias de grand chemin, donc BFM TV, CNews, LCI pour essayer d'en trouver un et miracle, eh bien j'en ai trouvé un. Alors il a déjà été nominé Gamelin, donc ça le met en bonne position pour être Gamelin d'or à la fin de l'opération spéciale. C'est le général Desportes qui, sur LCI, est parti de nouveau dans un de ces délires dont il a la spécialité. C'est à la fois un Gamelin stratégique et un Gamelin historique, parce qu'il a dit deux grosses bêtises. La première grosse bêtise, c'est qu'il a dit que les Russes avaient au moins autant de pertes que l'armée ukrainienne. Alors, rappelons que désormais les pertes colossales de l'armée ukrainienne, Kiev parle maintenant de 100 à 200 hommes tués par jour, de 500 à 700 mis hors combat, et les chiffres vont de 60 000 morts à plus de 100 000 morts. Donc c'est vraiment une véritable hécatombe. Et c'est désormais officiel, c'est reconnu par la partie kievienne. Côté russe, on n'en sait rien. Le ministère de la Défense russe ne donne pas de chiffres. J'ai quelques échos ici, mais je ne les dirai pas. J'en ai parlé dans les conversations privées, mais ça sert à rien que je les dise, puisqu'après, mes propos vont être déformés. Et donc, comme je n'ai aucune certitude, ce qui est clair, ce dont en revanche je suis certain, c'est qu'il y a très peu de pertes russes. De la même manière qu'il y a très peu de prisonniers russes et qu'il y a énormément de prisonniers ukrainiens, qu'il va y en avoir encore plus avec la chute de ces nouvelles Festungplätze, pour reprendre le terme allemand, comme Severodonetsk, comme bientôt Lysychansk, on en parlera tout à l'heure. Donc le général Gamelin Desportes n'en sait absolument rien, personne n'en sait rien, mais bien sûr, il parle. Et pour justifier donc cette affirmation gratuite, il dit que, rappelons-nous que l'armée soviétique, à l'époque, le maréchal Zhukov, envoyait son infanterie déminée, en gros marcher sur les champs de mines, ce qui veut dire avant d'envoyer les chars. Alors j'ai lu avec attention plusieurs ouvrages sur le général Zhukov, notamment celui de Jean Lopez. C'est un personnage historique qui me passionne et je n'ai jamais lu une ânerie pareille. En plus, il faut savoir que pendant toute la Grande Guerre patriotique, même si les 2 premières années, voire 3 premières années de guerre ont été très mal gérées à beaucoup de moments, à beaucoup d'endroits, notamment, je suis en train de lire également un autre livre de Jean Lopez, je vous en ai parlé, sur la bataille de Kharkov en 1942. Malgré tout, les soviétiques essayaient d'avoir le moins de pertes possible, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'hommes. Et en fait, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas des nuées d'hommes qui ont été envoyés contre l'armée allemande, c'est des nuées de chars. C'est plutôt ça d'ailleurs qui a surpris, on l'a déjà évoqué, l'armée allemande dès le début, c'est que les soviétiques avaient des masses de chars, ils en produisaient beaucoup plus que les Allemands, et que au début au moins, ils étaient bien meilleurs que les chars allemands, notamment le fameux T-34. Et lorsqu'il faut déminer le champ de bataille avant de lancer une offensive, notamment une offensive de chars, eh bien on envoie des sapeurs. Donc il y avait des sapeurs, l'arme du génie, qui était là pour démarrer et qui était formé pour ça. Et en tout cas, si Gamelin Desportes a des informations sur le fait que le maréchal Zhukov ait envoyé des simples soldats, en gros, sauter sur des mines, et puis ils ont intérêt à sauter fort, parce que quand même c'est fait pour exploser sous le poids des chars. Donc pour envoyer son infanterie sauter sur les mines pour déminer à la place des sapeurs, eh bien il faut qu'ils préviennent tous les historiens spécialistes du maréchal Zhukov, parce que personne n'en a parlé. Voilà, donc on a un beau Gamelin, le Gamelin Desportes. Alors ce qui est intéressant aussi, ce que j'ai remarqué, c'est que il vient vendre sa camelote, c'est-à-dire son bouquin puisqu'il prétend expliquer aux entrepreneurs, aux hommes d'affaires, ce que c'est que la stratégie. En fait, ça c'est beaucoup la mode, c'est-à-dire d'appliquer la stratégie militaire dans les affaires. Ça excite le monde des affaires, et puis
Ça permet la reconversion d'une partie des militaires. Et d'ailleurs, c'est toujours assez amusant de voir quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est qu'un compte d'exploitation, qui n'a jamais monté une entreprise de sa vie, aller expliquer justement à des entrepreneurs ou des hommes d'affaires ce que c'est que la stratégie. C'est toujours un vrai bonheur. Voilà, donc merci Général Gamelin des Portes d'avoir été là, de nous permettre d'avoir toujours un Gamelin. Et a priori, je pense qu'on ne manquera pas de Gamelin parce que là, avec la panique générale devant la défaite de l'armée ukrainienne, tout le monde y va de son petit couplet pour en fait expliquer qu'il ne s'est pas trompé il y a 2 mois en nous expliquant que l'armée russe avait perdu la guerre et que l'armée ukrainienne serait aux portes de Moscou. Donc je pense qu'on va être alimenté en Gamelin. Il y aura plus de Gamelin sur les chaînes de télé françaises que de munitions livrées par l'Occident dans l'armée ukrainienne. Mais passons dans le vif des sujets, parce que l'actualité politico-stratégique autour de l'Ukraine et de la Russie a évidemment été extrêmement dense. La première chose dont on peut parler, c'est la visite du trio italien franco-allemand, notamment avec notre cher président Emmanuel Macron, qui s'est rendu à Kiev pour apporter son soutien à Vladimir Zelensky. Et visiblement, ça s'est très bien passé. Et ils ont accordé en urgence le statut de candidat à l'Ukraine. Alors, avec quelques conditions, et c'est comme d'habitude, lutte contre la corruption. Donc ça, bon courage. Il y a eu un rapport qui a été donné à l'automne 2021 de l'Union européenne, de la Cour de compte de l'Union européenne, qui montrait qu'en fait, il y avait, malgré les sommes colossales qui avaient été dépensées, il n'y avait aucun progrès dans la lutte contre la corruption en Ukraine. Et surtout, ce qui était le plus drôle, et ça nous est venu de Klarsfeld, qui nous a expliqué, je crois que c'était sur BFM TV, qu'il fallait, avant que l'Ukraine devienne membre de l'Union européenne ou candidate, je ne sais pas trop, qu'elle devait dénazifier. Plutôt, moi je préfère le terme désucro-nazifier parce que c'est pas la même chose. Ce qui est intéressant, c'est que c'est un des buts de guerre russe. Donc là-dessus, il y a une certaine convergence. Et ce que j'ai pas compris, c'est que sur ces mêmes chaînes de télévision françaises, on nous explique qu'il n'y a pas de nazis en Ukraine ou que c'est vraiment à la marge. Alors finalement, est-ce qu'il y aurait des nazis en Ukraine ? J'espère que BFM TV, LCI et CNews vont revenir sur cette question importante. En tout état de cause, le statut de candidat ne fera pas de miracle, pas plus que ne fera de miracle. La nouvelle aide d'1 milliard de dollars, donc de nouveau des canons, des lance-roquettes multiples. Ce que j'ai noté au passage, c'est qu'ils vont approvisionner à hauteur de 36 000 obus de 155 mm l'armée ukrainienne. Il y a quelques jours, je crois, chef d'état-major de l'armée ukrainienne nous a annoncé qu'il tirait 6 000 obus par jour, contre les Russes qui en tiraient 50 000. Donc en fait, les États-Unis vont fournir de quoi faire la guerre à l'Ukraine du point de vue de l'artillerie pendant 6 jours, et moins qu'une journée de tir de l'armée russe. Donc on est vraiment toujours dans une aide symbolique pour pas que tout s'écroule et que, en fait, une partie de la population ukrainienne, celle qui croit encore les bobards de Kiev, ait la volonté de résister, ce qui est de moins en moins probable, mais enfin nous le verrons bien, notamment sur la carte militaire tout à l'heure. Selon le journal allemand Die Welt, les 3 représentants, donc italiens, français et allemands, ont demandé à Zelensky de reprendre les pourparlers avec la Russie et en fait d'accepter des concessions territoriales. Alors il faut savoir que accepter des concessions territoriales, ça reviendrait à accepter sans doute les exigences russes initiales, c'est-à-dire le Donbass et la Crimée. Mais le problème, c'est qu'il faut rappeler à ces braves gens que depuis le 22 avril, les buts de guerre russes ont changé et que désormais, il s'agit de prendre toute la côte jusqu'à la Transnistrie, c'est-à-dire en fait la totalité des côtes ukrainiennes jusqu'à Odessa, et que visiblement, dans la mesure où dans le tiers de la région de Kharkov, qui est contrôlée par les Russes, les passeports russes ont commencé à être distribués. Ça veut dire qu'également, en fait, la Russie va au minimum reconstituer la nouvelle Russie. Donc, effectivement, si jamais Kiev accepte des concessions, ce sera beaucoup plus difficile. En tout cas, ça veut dire que les Européens ont compris que la guerre était perdue pour Kiev, ce qui n'a pas plu du tout à Johnson, qui s'est immédiatement envolé pour aller rencontrer Zelensky en lui expliquant qu'il fallait continuer la guerre, que tenir bon, qu'il fallait 3 mois pour l'armée anglaise pour former 10 000 hommes avec du matériel moderne, etc. Johnson s'en est pris à ses anciens alliés de l'Union européenne en leur disant qu'il ne fallait pas lâcher prise, sinon ce serait la catastrophe, etc., etc. Donc on voit vraiment que maintenant, du côté occidental, il y a quand même un découpage entre le camp ultra-belliciste, qui est, on va dire, le camp anglo-saxon, anglais et américain, même si d'ailleurs, du côté américain, on sent quand même un peu de flottement. Et puis, du côté de l'Europe continentale, qui commence à comprendre, même Bruno Le Maire a compris qu'il n'y aurait plus d'argent gratuit. Alors, est-ce qu'il a fait le rapprochement
avec la politique qu'il a menée? Est-ce qu'il a fait pendant le Covid? Est-ce qu'il a fait le rapprochement avec le fait qu'ils ont confisqué les avoirs russes? C'est pas certain qu'il ait compris tout ça. En tout cas, visiblement, il y a au sein du clan occidental maintenant des divergences de fond sur l'avenir de l'Ukraine. Comme je me suis imposé donc de regarder les médias de grand chemin, et notamment BFM TV, eh bien, je suis tombé sur un personnage intéressant qui s'appelle Philippe Martin. Alors, il est professeur à Sciences Po, d'après ce que j'ai compris, et il est diplômé de Sciences Po, c'est-à-dire, vu le niveau de Sciences Po, ça veut dire que globalement, il sait plus ou moins lire, écrire et compter. Et puis après, il a fait donc son PhD, son troisième cycle aux États-Unis. Et du coup, ça lui a permis, comme à Bruno Tertrais, qui de la même manière, malgré un cursus assez limité en France, est revenu tout auréolé de ses diplômes, de son passage par la Rand Corporation, nous expliquer la bonne nouvelle. Et planter complètement le ministère de la Défense français avec ses analyses, qui sont en fait globalement des traductions résumées en français de ce qui est publié par les instituts américains. Et en fait, ce Philippe Martin fait exactement la même chose que Bruno Tertrais, mais du point de vue économique. Et d'après ce que l'on comprend, notamment dans cette émission sur BFM TV et après en faisant des recherches sur Internet, c'est lui qui a dit au gouvernement français que les sanctions contre la Russie étaient tolérables puisqu'elles ne représenteraient une perte que de 0,15% du PIB, ou 0,3 maximum. Alors quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est quand même bizarre parce que l'augmentation du prix de l'énergie, ça a des conséquences sur tout ce qui est produit en France. L'embargo sur les engrais également, ça provoque une augmentation du prix de l'engrais, donc de la production, des productions agricoles. Et je me suis intéressé de savoir quels étaient les calculs qu'il avait faits. Donc, je suis allé sur sa page internet et là, j'ai trouvé le document. Alors, c'est un document de quelques pages. Et c'est en fait un modèle mathématique. Et donc les questions pratiques de l'augmentation du coût de la production en France, non seulement des produits agricoles, mais en général, le prix à la pompe, ça, ne sont pas du tout traités. C'est un modèle mathématique aussi, pardonnez-moi le terme, foireux, que celui de Ferguson au moment du Covid. Et c'est un modèle également, comme par hasard, qui est copié sur deux scientifiques américains qui ont fait également des modèles mathématiques pour le Covid. Et en fait, la seule chose qu'il évoque, c'est que oui, la France devra remplacer un pourcentage de son énergie par d'autres sources d'énergie et que avec l'élasticité de la substitution, enfin c'est très pompeux, mais en fait ça veut rien dire. Eh bien en fait, ça ne représentera que 0,15% du PIB français. Donc visiblement là aussi c'est encore un copier-coller traduit d'un modèle qui a été fait aux États-Unis pour inciter la France et les autres pays de l'Union européenne, j'imagine, à prendre des sanctions en racontant n'importe quoi. Et d'ailleurs, je suis certain que même si le document ne fait quelques pages, Bruno Le Maire s'est contenté de lire le titre et que ça lui a suffi. Donc voilà sur quoi reposent les décisions qui sont prises par le gouvernement français quand même, il faut quand même le dire, et que ce soit donc les âneries stratégiques des Tertrais, Gomard, ou les âneries économiques. Maintenant, on vient de découvrir Philippe Martin. Merci à BFM TV de faire passer des gens comme ça nous permet de les découvrir. L'autre événement, en dehors de la rencontre émouvante entre Emmanuel Macron et Vladimir Zelensky, ça a été évidemment le Forum économique de Saint-Pétersbourg, auquel j'ai eu l'honneur de participer. Et là, je veux dire que ça a été un moment assez extraordinaire parce que l'ambiance a complètement changé. Il faut bien se rendre compte que le premier forum économique russe, c'était à Londres. C'est ce que me rappelait d'ailleurs Peter Lavelle avec qui j'étais. C'était à Londres, c'était dans les années 90, je crois, et il était totalement tourné vers l'Occident. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Occident était en fait un boulet, y compris un boulet économique, qui était traîné par les Russes, d'abord par le complexe, parce qu'effectivement, ils sortaient d'un système socialiste, un peu comme celui dans lequel la France vit aujourd'hui. Et donc, en fait, les Russes étaient complexés, regardaient avec admiration et pouvaient écouter, répéter n'importe quelle proposition qui était faite par les Occidentaux. Et ça, en fait, on s'aperçoit à la lumière de ce qu'on observe depuis ces 3 derniers mois, que c'était un boulet et que la Russie vient de s'en débarrasser. Et ce qui était vraiment passionnant, c'est qu'on voyait tous les acteurs de la vie économique russe. Il y avait des anciens oligarques, donc il n'y a plus d'oligarques en Russie, il n'y a plus que des milliardaires, mais il y avait Oleg Deripaska, qui en plus, lui, est un peu, comme disent les Américains, contrariant, qui n'hésite pas en fait à dire au gouvernement qu'il a tort, qu'il devrait faire ça, baisser le taux d'intérêt, aider les entreprises, etc. Et vous aviez également des gens comme German Gref, donc qui a été toujours considéré comme un libéral né, qui critiquait toujours la Russie en disant qu'il fallait faire comme en Occident. Et aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Et au contraire, il arrive, et comme on dit, les forces de proposition, expliquant que
la coupure du SWIFT pour Sberbank, ça n'a aucune importance, qu'il y a déjà des systèmes qui existent et que Sberbank est en train d'en mettre d'autres au point. Donc je pense que derrière, encore une fois, j'ai déjà dit, il y a monnaie numérique, crypto-monnaie, blockchain, tout ça est à l'étude et ça devrait bientôt apparaître. Et donc, j'ai vraiment constaté cet enthousiasme, cette volonté de remplacer tout ce qui peut être remplacé du point de vue des importations et principalement, évidemment, et c'était dans le discours de Vladimir Poutine, les hautes technologies qui sont le principal souci de la Russie. La bonne nouvelle, c'est que le président chinois a annoncé que la Chine soutiendrait la Russie dans le domaine de la souveraineté et le seul véritable problème des sanctions, on l'a dit 1000 fois, Vladimir Poutine l'a dit lui-même, ce sont les semi-conducteurs. Donc visiblement, là-dessus, la Russie pourra passer cette période difficile. Le discours de Vladimir Poutine a été évidemment le moment central de ce forum et on peut dire que malgré son 5e cancer, sa hernie discale, son Covid, sa grippe du singe, son Alzheimer, ses crises d'épilepsie et sa jambe de bois, eh bien, il a été extrêmement brillant. Et il a dressé un panorama économique, non seulement de la situation en Russie, mais également dans le monde, et un panorama géopolitique complet et extrêmement brillant. Du point de vue économique d'ailleurs, j'espère que Bruno Le Maire a écouté son intervention parce qu'il explique l'origine de l'inflation massive, qui n'est pas l'opération spéciale de la Russie en Ukraine, mais qui date de ses émissions, de ses quantitative easing, ces émissions de monnaie colossales sans aucun contrôle, qui ont provoqué évidemment une inflation que Bruno Le Maire, je viens de le dire, a fini par comprendre. Et que, en plus, les sanctions qui ont été mises contre la Russie, c'est de là que viennent les problèmes de l'Occident, notamment dans le domaine de l'énergie. Donc là-dessus, on a eu vraiment un tableau complet. Et sur les questions géopolitiques, eh bien, il a dit que désormais, la multipolarité n'était pas une option, qu'elle s'imposait d'elle-même. De toute manière, ce qu'on observe tout autour, c'est vraiment un virage mondial. Non seulement la Russie participe au G20, qui doit avoir lieu en Indonésie au mois de novembre. D'ailleurs, le président indonésien vient en Russie le 30 juin, mais d'autres regroupements économiques sont en train de se mettre en place, un G8 alternatif, donc qui serait composé de pays des BRICS avec d'autres pays comme l'Argentine, l'Arabie Saoudite, dont le prince Mohammed Ben Salman est en train d'orienter la politique étrangère, la politique même nationale, vers une espèce de souveraineté retrouvée. Et alors qu'il est courtisé par Joe Biden, met en avant les intérêts de l'Arabie Saoudite plutôt que de vouloir absolument faire plaisir à Washington. Donc les choses sont vraiment en train de changer et c'est ce à quoi on assiste. Et pour ceux qui ont 50 minutes à y consacrer, je vous conseille d'aller écouter le discours de Vladimir Poutine. Il a été traduit en français sur France 24. Je mettrai le lien en description de cette vidéo. Alors en regardant nos chaînes de télévision nationales, j'ai également été frappé par l'utilisation répétée du terme de terre brûlée russe. C'est-à-dire qu'en fait les Russes seraient en train de tout détruire dans le Donbass. Alors il faut aussi rappeler à tous ces gamelins, tous ces journalistes spécialistes que la terre brûlée, c'est quand on part en retraite et que pour que l'ennemi ne puisse pas s'approvisionner sur place, on détruit tout. C'est ce qu'a fait la Russie impériale pendant l'invasion de Napoléon, c'est ce qu'a fait l'URSS pendant l'invasion d'Hitler, c'est ce qu'a fait, on en a déjà parlé, l'armée allemande pendant la retraite de Biélorussie. Donc c'est pas quelque chose que vous faites quand vous attaquez, et surtout quand vous avez l'intention, comme c'est le cas de la Russie, d'intégrer les provinces conquises à votre territoire. Donc ceux qui détruisent tout parce qu'ils y ont intérêt, ce sont les Ukrainiens. Et d'ailleurs, il faut souligner que même sur BFM TV, ils commencent à parler des bombardements terroristes de l'armée ukrainienne contre les zones civiles à Donetsk, à Gorlovka, où nous sommes allés, et sur les territoires contrôlés par les Russes. Et j'ai même entendu, et je remercie pour ceux qui m'ont envoyé cet extrait, sur Radio France Internationale, une interview d'habitants de Bakhmout. Donc Bakhmout, je vous remontrerai tout à l'heure, c'est vraiment au centre du théâtre d'opération dans le Donbass, qui expliquait qu'ils n'étaient pas du tout contents que l'armée ukrainienne s'installe à côté des maisons, s'installe à côté des zones où vivent les civils. Je rappelle que c'est contre les conventions internationales et que finalement, ils ne savaient plus à qui faire confiance. Je mettrai également le lien en description de cette vidéo. C'est pas Stratpol qui le dit, c'est pas les médias russes, c'est sur Radio France et sur BFM TV. Donc petit à petit, on sent que le mur de mensonge, cet empire du mensonge, comme dirait Vladimir Poutine, cet empire du mensonge occidental, est en train de se briser parce que c'est tellement évident, tellement flagrant, que même le pire gauchiste des médias ne peut nier cette réalité. Alors vous avez été beaucoup à me demander du fait qu'on ait vu des images de l'arrivée de T-62 modifiés russes sur le théâtre des opérations, et également mon avis sur le Terminator, le fameux véhicule d'appui blindé
aux Russes. Alors, première chose qu'il faut dire, c'est que les Russes, pour l'instant, font la guerre dans le Donbass, d'après ce qu'on a vu, avec différentes versions modifiées du T-72. Donc le T-72, hein, c'est le principal char de bataille russe. Je crois que sur les 4000 chars qu'il y a en Russie, alors je ne suis pas très sûr du chiffre, mais il doit y avoir 2000 T-72, à peu près 500 T-80 BVM, à terme 500 T-90 et à peu près autant d'Armata. Ou Armata, c'est peut-être plus, il y en aura 1000, mais pour l'instant, les pelotons sont en train de se constituer, donc je ne pense pas qu'on verra, en tout cas pas au début des combats, qu'on verra l'Armata. Mais l'Armata ne peut pas de facto être déployée en masse sur ce conflit. Donc pour l'instant, on a vu des T-72 côté russe, et du côté ukrainien et du côté des républiques autoproclamées, on a vu du T-64, également du T-72. Du T-72, tout le monde en a. C'est aussi pour ça que je ne me fie pas aux vidéos de carcasses de T-72 qui brûlent, parce qu'il y en a des deux côtés, qu'une fois que la carcasse est brûlée, est-ce que c'est un T-72 russe, un T-72 de la LNR, DNR ou un T-72 de l'armée ukrainienne? Il faudrait vraiment y aller de près, et encore je ne suis même pas sûr que ce soit possible, tellement la carcasse est brûlée. Donc ça ne sert à rien de faire des commentaires sur ce genre de véhicule que tout le monde possède. L'Ukraine possède également des T-64, alors facile à reconnaître parce que les galets sont pleins, hein, les vieux cours de renseignement que j'ai reçu dans l'armée, alors que visiblement on n'a pas fait d'ailleurs un autre gamelin, Pierre Servant, puisque je me souviens qu'on lui avait montré dans une émission pour montrer à quel point l'armée russe était mal équipée. On lui montrait un T-64, il disait oh là là, qu'est-ce que c'est vieux. Bon, il n'y en a pas dans l'armée russe des T-64, donc c'était soit un T-64 de l'armée ukrainienne, soit un T-64 des républiques autoproclamées. Le T-64 étant fabriqué à Kharkov, comme tout le monde le sait. Ce qu'on peut ajouter, c'est que tous ces T-72, la plupart ont été modifiés, mais les modernisations russes sont bien au-dessus des modernisations ukrainiennes, et surtout en plus grand nombre. On a vu également arriver sur le terrain des T-80 BVM, donc ça c'est un bon char avec une turbine à gaz, également une modernisation. Il est également question de l'arrivée des T-90, c'est en fait encore une évolution du T-72, mais pareil avec une grosse modernisation sur la protection, sur la conduite de tir, etc., etc. Mais ça, à mon avis, les T-80 et les T-90, ce sera plutôt dans la phase après la guerre du Donbass, où là, de nouveau, on va pouvoir avoir des déploiements de chars, parce que le terrain s'y prêtera davantage, et que pour l'instant, les chars sont utilisés davantage comme une espèce d'artillerie de campagne plutôt que pour faire des grandes charges de cavalerie ou du combat de char contre char. C'est pour cela que les Russes ont envoyé des T-62 pour équiper les armées des républiques autoproclamées. D'ailleurs, la République populaire de Lugansk vient d'annoncer l'arrivée de ces T-62. Alors le T-62, c'est vrai que c'est un char qui est vieux, qui date des années 60, mais qui lui aussi a été énormément modernisé avec des blindages réactifs, avec tout ce qu'il faut, et c'est largement suffisant pour affronter l'armée ukrainienne, qui possède également d'ailleurs des T-62, on avait vu au début du conflit en 2014. Et en fait, dans les combats qui sont menés actuellement, où le char est utilisé davantage comme une artillerie ou comme un appui-feu, dans des compagnies d'infanterie mécanisée, plus que dans des pelotons de chars cohérents qui se lancent à l'assaut, c'est largement suffisant. Et ça a fait ses preuves en Syrie. Les Russes ont tiré beaucoup d'expérience en Syrie. Donc voilà la raison pour laquelle la Russie a commencé à livrer des T-62. C'est un bon char pour ce qu'il a à faire en ce moment. Et je pense que dans la partie la plus mobile, là, on va arriver des choses plus moderne s'il y a besoin de faire des grandes offensives blindées. On m'a également demandé donc sur le Terminator. Alors le Terminator, c'est une espèce de plateforme de tir sur un châssis de T-72. Alors pour être honnête, moi je suis assez sceptique sur cette arme. L'histoire, d'après ce qu'on en sait, c'était de fournir une aide feu, notamment dans le cadre du combat urbain. Mais finalement, on se retrouve avec un véhicule qui a des missiles anti-chars, des canons de 30 et des lance-grenades. On ne sait pas trop à quoi ça va servir. Si c'est pour soutenir le char, les chars russes tirent des missiles anti-chars également, à partir du canon, c'est une de leurs spécificités. Donc en quoi est-ce que rajouter des missiles anti-chars va servir à quelque chose? En plus, mine de rien, un châssis de T-72, c'est quand même lourd. Et par exemple, le canon de 30 mm, les deux canons de 30 mm qu'on voit, il y en a tout simplement sur des BTR. Bon, vous pouvez les mettre sur des châssis beaucoup moins lourds. Et ça, effectivement, c'est utile dans le combat urbain puisque ça donne une puissance de feu assez significative. Et pareil pour les lance-grenades. Donc voilà, c'est un système qui a été mis au point dont j'ai du mal à comprendre le cahier des charges et qu'est-ce qu'il doit soutenir exactement. Aujourd'hui, ce dont a besoin l'armée russe, c'est plutôt de matériel léger pour donner l'assaut dans les villes, plutôt que ce gros châssis T-72. Enfin, en tout cas,
C'est mon opinion, je suis assez sceptique, mais ça va être l'occasion de voir, puisque c'est vraiment la première fois qu'il va être utilisé sur un théâtre d'opération majeur. Voilà un peu ce que je peux dire sur les chars. Je suis intéressé également par vos commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Nous allons passer maintenant à la carte militaire. Vous allez voir, la situation a légèrement évolué, essentiellement dans le front du Donbass. Ça a un peu également évolué dans la région de Kharkov. Le reste, c'est des duels d'artillerie pour l'instant, rien de plus. En revanche, ce que l'on observe, c'est que l'armée russe est devenue une espèce d'énorme broyeur dans lequel les Kieviens, poussés par l'entourage de Zelensky, notamment les conseillers militaires occidentaux, jettent des masses de soldats mal formés, mal équipés, mal entraînés, pour qu'ils se fassent détruire. Et en fait, cette stratégie adoptée par Kiev, qui est d'ailleurs critiquée même au sein des élites kieviennes, vous trouvez ça d'ailleurs sur les canaux d'information pro-ukrainiens, c'est-à-dire qu'il y a un conflit entre l'état-major ukrainien qui voudrait faire la guerre et Zelensky et ses sponsors qui veulent faire de la communication. Faire la guerre, c'est-à-dire se replier sur une ligne qui pourrait être défendue plutôt que de jeter des masses de soldats qui meurent et dont on ne sait pas ce qu'ils sont devenus, puisque Kiev, pour ne pas avoir à payer les pensions aux familles, délibérément abandonne les corps, et c'est l'armée russe qui les récupère. Donc voilà ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Pour les Russes, cette stratégie stupide kievienne leur va très bien, puisque de toute manière, ce qu'ils veulent, c'est broyer l'armée ukrainienne. Et à la limite, pour l'armée russe, c'est mieux de broyer les forces ukrainiennes dans le Donbass, là où ils sont installés, plutôt qu'après de les retrouver en ligne bien défendue face à Zaporozhye, à Dnipropetrovsk, pourquoi pas Poltava ou Kiev à terme, ou Odessa. Voilà en gros la situation générale sur le front. Mais passons maintenant à la carte militaire. Revoilà sur la carte militaire. Alors là, j'ai fait exprès de faire une carte plus large, puisqu'on va commencer par l'événement de la journée, puisqu'en fait j'ai tourné cette carte militaire le lundi, puisqu'il y avait des événements qui se passaient, notamment sur l'île du Serpent, dont je voulais connaître l'issue. Voilà. Mais un autre événement s'est passé, c'est que la Lituanie, donc ici, a décidé de bloquer le transit russe vers l'enclave de Kaliningrad. Ça, c'est l'enclave de Kaliningrad. J'avais prévu en janvier de faire une vidéo sur Kaliningrad, mais avec les événements qui sont passés en février, évidemment, ça a été repoussé, mais j'ai pas mal avancé, donc dès que j'aurai un peu de temps, je m'en occuperai. Donc la Lituanie veut empêcher la Russie en fait de faire transiter ses marchandises vers Kaliningrad, vers son exclave qui se trouve ici. Alors je connais bien cette route puisque je l'ai prise l'année dernière en voiture pour aller en vacances à Kaliningrad, qui est vraiment une place que je vous recommande dès que les opérations spéciales seront terminées. Le régime lituanien a donc décidé de lancer un blocus contre les livraisons russes en expliquant que la Commission européenne avait validé cette décision. Et la Russie vient de lancer un avertissement en disant que si le blocus n'était pas levé, elle prendrait toutes les mesures nécessaires pour faire respecter son droit. Donc il faut savoir qu'au début des années 2000, il y a eu un accord entre la Lituanie et la Russie, accord dans lequel la Russie reconnaissait les frontières de la Lituanie, mais avec évidemment un droit de passage vers Kaliningrad. Et donc aujourd'hui, tout est ouvert et une réunion spéciale doit se tenir en ce moment, au moment où je tourne cette vidéo, au niveau de la Commission européenne, pour voir jusqu'où ils vont aller, sachant que les Pays-Baltes et la Pologne obéissent à Washington, et ni à Berlin, ni à Paris, ni à Rome. Donc voilà, donc là, grosse zone de tension et tout est envisageable dans cette zone. Donc à suivre donc. Maintenant revenons dans la zone des combats avec notre fameuse carte IMAP. Alors merci à ceux qui m'ont expliqué comment différencier la ligne de front de la semaine dernière et celle d'aujourd'hui. Donc voilà, donc la ligne de front de la semaine dernière, c'est celle qui est en jaune. Et la ligne de front actuelle, c'est celle qui est en rouge. Et on va maintenant y aller en allant du sud vers le nord. Comme je vous le disais depuis plusieurs semaines, les Ukrainiens ont tenté une opération autour de l'île du Serpent pour essayer de reprendre l'île du Serpent. Pas tellement parce que c'est un intérêt stratégique à mon avis, mais parce que Kiev a absolument besoin d'une victoire vis-à-vis des Occidentaux pour montrer qu'ils sont capables de faire quelque chose avec l'armement qui est donné, et vis-à-vis de sa population, puisque malgré le matraquage quotidien, on s'aperçoit que ça ne donne rien. Les Ukrainiens ne peuvent s'empêcher de constater que les hommes disparaissent au combat et qu'on ne sait pas où ils sont et que l'Ukraine est en train de perdre la guerre et d'être passée au mixeur par l'armée russe. Donc il y a une tentative qui était préparée depuis un moment et qui a de nouveau échoué. La tentative n'est pas allée très loin, ça a consisté à quelques bombardements, le survol plutôt de ce qui reste de l'aviation ukrainienne et l'envoi de Bayraktar
Et a priori, à l'heure où je vous parle, donc les opérations avaient démarré à 4 h du matin, ça n'a rien donné. Peut-être conséquence de cet échec, les Ukrainiens ont bombardé une installation offshore au large de la Crimée, donc où il y a une extraction de pétrole, a priori, d'après ce que j'ai compris. Je ne peux pas vous dire où c'est parce que ça n'a pas été indiqué. En tout cas, le ministère de la Défense russe a annoncé qu'en réponse à cette attaque sur des objectifs civils délibérés, eh bien, la Russie allait frapper les centres de décision. Donc, c'est-à-dire qu'il va y avoir des missiles qui vont tomber sur Kiev, invraisemblablement. Visiblement, Moscou veut faire ça de manière symbolique. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'ils ont prévenu de ce qui allait se passer. Rapidement maintenant sur ce qui se passe dans la région de Kherson. Donc là aussi il y a des duels d'artillerie. Donc le grand jeu qui a été repris sur toutes les chaînes du régime français notamment, c'est d'expliquer qu'il y a une contre-offensive à Kherson. Il n'y a aucune contre-offensive à Kherson, il y a du marmitage d'artillerie, aucune véritable tentative réelle et efficace de percer de la part de Kiev, qui je pense de toute manière n'en a pas les moyens. Donc pour l'instant le front est assez stable. En revanche, il y a toujours cette accumulation de forces russes et je ne serais pas étonné qu'il se passe quelque chose dans les semaines qui viennent, qui pourrait nous surprendre. Voilà, donc ici tout est stable. Du côté du front de Zaporozhye, Zaporozhye c'est ici, c'est la... D'ailleurs voilà, donc cette partie-là en fait, c'est tout ce qui reste de la région de Zaporozhye sous contrôle ukrainien, puisque tout le reste est sous contrôle russe et maintenant la distribution des passeports a commencé. Et les gens font la queue pour récupérer les passeports russes. Alors l'ancien maire de Melitopol, qui est un bandit en fait, qui a été reçu par Emmanuel Macron, a annoncé que l'armée ukrainienne allait bientôt reprendre Melitopol. Ça a fait rire tout le monde. Et pour l'instant, ce front-là ne bouge pas. Il y a eu une tentative, sans doute également plutôt ce que j'appelle les offensives BFM TV, pour pouvoir dire que l'Ukraine est passée à la contre-attaque autour de Vuhledar. Mais cette tentative a échoué et les troupes ukrainiennes, comme d'habitude, sont tombées sur un feu nourri de l'artillerie russe et se sont fait détruire. Dans la région de Donetsk, à partir d'Avdiivka, les bombardements terroristes continuent toujours sur la ville de Donetsk. Comme j'ai dit dans la première partie de la vidéo, on en finit même par en parler sur BFM TV. De toute manière, Vladimir Poutine en a parlé dans son discours du vendredi à Saint-Pétersbourg. L'armée russe ne tombera pas dans le panneau et Avdiivka sera prise après un encerclement. Et l'assaut ne sera pas donné sur cette espèce de ligne Maginot qui est devenue la forteresse d'Avdiivka. Sur le front autour de Popasna, cette localité dont la prise a été décisive il y a quelques semaines, les choses vont bon train pour les Russes, comme on le voit par rapport à la semaine dernière. Donc du côté de Svetlodarsk, là il y a une usine thermique où s'est retranchée l'armée ukrainienne et qui est en passe d'être totalement encerclée. Donc on aura à faire un petit chaudron. Il doit y avoir quelques centaines d'hommes qui sont coincés là-dedans, qui peuvent encore aujourd'hui à la limite partir à pied, mais ce sera compliqué. Ici, les Russes, alors je ne suis pas certain de l'emplacement de la ligne de front, mais les Russes ont donné un assaut pour à terme prendre d'assaut Bakhmout ou Artemovsk, comme vous voulez. Et cet assaut a donné des résultats et donc l'offensive va bon train, sans doute une volonté à terme de couper Bakhmout de Slaviansk et de Kramatorsk. Voilà où on en est de ce côté-là. Du côté du nord du front de Popasna, là les Russes ont bien avancé et désormais sont en train de prendre d'assaut Nikolaïevka, qui est ici, et ce qui leur permettra en fait de progresser vers le nord et de couper Lysychansk de Seversk, qui est pourtant, puisque désormais cet axe-là est totalement contrôlé par l'armée russe, au moins sous le feu des canons. Là c'est pareil, je ne suis pas tellement certain de la ligne de front, mais en gros ça doit être ça. Mais une fois que les Russes auront pris Nikolaïevka et pourront progresser rapidement vers le nord, dans ce cas, Lysychansk sera complètement isolé. En même temps, a priori, les Russes essaient de refranchir ici à Bilorovka. Leur position exacte sur cette ligne de front, je ne la connais pas tellement, mais pour l'instant, les Ukrainiens, en tout cas, ont déployé beaucoup de moyens pour les empêcher de franchir, parce qu'effectivement, si les Russes arrivent à traverser, eh bien là, c'est la fermeture directe du front de Lysychansk, Severodonetsk, et là, comme vous le voyez, en fait, c'est la libération complète du territoire de la République populaire de Lugansk. Autre chaudron, donc, qui là est en train de se refermer, eh bien, c'est la progression pour le chaudron de Zolotoye, dont je vous ai parlé. Il y a quand même, on estime, autour de 2500 soldats ukrainiens qui sont là. Comme vous voyez, les Russes ont bien progressé, ce qui fait qu'il n'y a plus aucun axe pour évacuer. Donc ça veut dire que si jamais les 2500 soldats ukrainiens qui sont là veulent évacuer, ils doivent partir à pied la nuit et abandonner le matériel lourd. Donc là, j'ai corrigé par rapport à la semaine dernière, puisqu'en fait, j'avais mis ma ligne de front plus en avant, et en fait, non, les Russes ne contrôlaient pas
totalement Toshkiva, mais là ils l'ont pris et désormais ils sont en train de donner l'assaut à Mirnea Dolina ici, et cet assaut est en train de donner ses effets, ce qui fait que là on aura un chaudron ici qui aura été bouclé par l'armée russe, puisque là, comme vous le voyez, ils ont pris Vrubovka. Bon, j'en avais déjà parlé la dernière fois, là c'est confirmé. Et ils avancent également désormais vers le nord-est pour boucler ce chaudron et pour isoler les forces ukrainiennes ici, des forces ukrainiennes présentes encore à Lysychansk et à Severodonetsk. Quelques mots sur Severodonetsk. Là aussi, j'ai corrigé la ligne de front de la semaine dernière, puisque elle n'était pas exacte. Bon, de toute manière, pour moi, aujourd'hui, c'est un front annexe. De toute manière, les troupes qui sont ici ont perdu. Soit elles réussiront à traverser à la nage pour rejoindre les Lysychansk, soit elles se rendront, c'est ce qu'une partie de ces troupes sont en train de faire, ou soit elles seront exterminées sur place. Et dans cette zone, énormément de mercenaires ont été encerclés, capturés ou tués. D'ailleurs, la Russie vient de publier le nombre de mercenaires qui a été présent sur le front et qui a été éliminé. Donc on trouve en tête les Polonais, les Roumains, les Géorgiens bien sûr qui sont les plus actifs. Et les pertes ont été énormes, ce qui fait qu'il y a de moins en moins de mercenaires dans cette zone. Voilà, on en est sur Severodonetsk. Mais désormais, comme je l'avais dit la dernière fois, l'essentiel se passe ici. Est-ce que l'armée ukrainienne va réussir à établir un front cohérent entre Seversk et Bakhmut? C'est pas certain. De toute manière, pour l'instant, toutes les troupes qui sont envoyées par ici sont passés par la broyeuse de l'armée russe et peu y réchappent. Continuons sur le front. Donc également de ce côté-là, ça a avancé, puisque Dolina ici a été prise par les Russes qui sont en train également de s'emparer de Krasnopol ici. Et donc ce qui va totalement ouvrir la route vers Slaviansk. Voilà où on en est. Donc c'est un peu comme partout, les Russes prennent leur temps, artillerie, aviation, et ensuite on progresse. Donc la progression ici se fait lentement mais sûrement, avec très peu de pertes comme d'habitude. Ici, le front n'a pas bougé. Les Ukrainiens continuent à essayer de gêner la progression russe en attaquant la ligne logistique, donc toujours une activité ici de ce côté-là, mais qui n'a abouti à rien. Également ici, donc à partir de Tchepel, tentative de lancer des offensives pour essayer de rejoindre Balakleya, là où il y a les grosses réserves de munitions. Mais pour l'instant ici également, visiblement Kiev n'a pas les moyens et est toujours incapable de lancer une offensive. C'est le cas depuis de toute manière le début de l'opération spéciale. Plus au nord, là, la Russie a repris complètement l'initiative vers Kharkov et avance. Donc là, j'ai dessiné en rouge une ligne de front conservatrice, mais a priori, les Russes sont déjà bien plus au sud et continue leur offensive. Le but, en fait, c'est de coincer une partie des forces de reconnaissance ukrainiennes qui sont ici, qui essayent de commettre des actes de sabotage. Et a priori, les Russes sont en train de réussir. Et ce qu'on peut dire, c'est une hypothèse qu'on avait émise au début, dont j'ai parlé également la dernière fois, c'est qu'en fait, le retrait de l'armée russe a été purement stratégique pour inciter les Ukrainiens à sortir et à les broyer par la supériorité de l'artillerie russe, contre laquelle Kiev ne peut rien. Donc beaucoup de pertes, en fait, pour l'armée ukrainienne dans ces zones-là. La Russie applique également dans Kharkov et sa région des bombardements de haute précision et a priori l'état-major, en tout cas c'est ce qu'a annoncé l'armée russe, l'état-major d'Azov aurait été détruit dans la région. Puisqu'on parle de tir à longue distance, les Russes ont également frappé dans la région de Dnepropetrovsk et ont détruit l'état-major ukrainien, c'est-à-dire 50 officiers supérieurs et officiers généraux. Donc là, ça veut dire aussi qu'il y a vraiment une 5e colonne pro-russe qui travaille dans tout le pays, puisque les frappes russes sont de plus en plus précises et font de plus en plus mal, non seulement sur les troupes en elles-mêmes, mais sur l'organisation en fait de la défense. En ce qui concerne les missiles de précision, Borisov, donc, qui est vice-premier ministre russe, qui est l'ancien du ministère de la Défense, a annoncé qu'il ne fallait même pas espérer que la Russie manque de munitions, et notamment de calibre. Souvenez-vous que certains annonçaient début mars que la Russie avait tiré tous ses missiles de haute précision. En fait, d'après les renseignements que j'ai eus, la Russie avait 10 000 missiles calibre en réserve, et on a tiré depuis le début un petit peu plus de 1000. Et ensuite, l'usine de production russe fonctionne 24 heures sur 24, ce qui fait qu'en effet, il vaut mieux abandonner l'espoir de voir la Russie manquer de missiles ou de munitions de quelle sorte que ce soit. Voilà à peu près où on en est aujourd'hui. Donc la Russie avance lentement mais sûrement. De toute manière, elle n'est pas pressée. Ce qu'elle veut, c'est passer à la broyeuse l'armée ukrainienne jusqu'à ce que le régime kievien dépose les armes. Voilà, donc j'efface la ligne jaune et voilà la ligne de front telle que je l'estime aujourd'hui. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, bien sûr, à YouTube, mais surtout à Odyssée, à Rumble en cas de censure. Inscrivez-vous à notre Twitter. Inscrivez-vous surtout à notre canal Telegram pour être sûr de ne rien perdre. Et également, vous pouvez nous trouver sur Vcontact. Et puis, n'hésitez pas encore à faire un don
et achetez le livre noir de la gauche française et Ukraine, pourquoi la France s'est trompée. Et je vous dis à la semaine prochaine.